Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis un étudiant en deuxième année de médecine et je vais vous faire le cours du professeur Daly sur la pharmacologie du système de la coagulation et de l'agrégation plaquettaire. Alors, tout d'abord, on va voir la physiologie de l'hémostase, puis on verra les mécanismes d'action des anticoagulants, ensuite les mécanismes d'action des fibrinolytiques et enfin les antiagrégants plaquettaires. Le prof il parle aussi d'un site que j'ai noté, la pharmacomedical.org. Donc je répète pharmacomedical.org, c'est un site qui sert de référentiel pour le Collège national de pharmacie que vous pouvez aller voir si vous voulez des informations plus détaillées sur l'hémostase. Alors tout d'abord l'hémostase, qu'est-ce que c'est? L'hémostase, ça désigne tous les mécanismes qui arrêtent le saignement suite à une lésion dans le corps humain. Et oui, j'ai fait une diapo juste pour ça. Comment ça marche? D'abord il y a une lésion, ça va détruire un petit peu un vaisseau. Ensuite, il va y avoir une vasoconstriction réflexe de ces vaisseaux grâce aux cellules musculaires lisses. Ça va entraîner une agrégation plaquettaire, donc la formation du clou plaquettaire, c'est l'hémostase primaire. Ensuite, une coagulation avec la formation d'un réseau de fibrines autour de l'agrégat plaquettaire, donc le clou plaquettaire, c'est l'hémostase secondaire. Tout ça, on va revoir après, vous inquiétez pas. Une fois que ces trois étapes sont passées, la lésion elle est bouchée, il ne va plus y avoir de sortie de sang des vaisseaux, ça va permettre de réparer l'endothélium, on aura donc une fibrinolyse, une dégradation ensuite du caillot qui a été formé pour pouvoir rétablir le flux sanguin. Bien sûr, l'hémostase, il y a différentes pathologies qui vont avec. Si elle est insuffisante, ça entraîne des saignements trop importants, c'est ce qu'on appelle l'hémophilie. Il n'y a pas de formation de caillot et le sang ne s'arrête pas de couler. Si l'hémostase est trop importante, c'est ce qu'on appelle un thrombus. Et là, si ça a lieu dans les artères coronaires, ça peut entraîner un infarctus. Si ça a lieu dans les veines crurales et que ça migre ensuite, ça peut provoquer une embolie pulmonaire. Donc, il y a différents types de médicaments pour empêcher ça, les embolies ou les infarctus. Il y a des antiagrégants plaquettaires qui vont agir sur l'hémostase primaire, primaire, qui inhibent la formation du clou plaquettaire. Ensuite, il y a des anticoagulants qui, eux, inhibent la formation de fibrines et donc l'hémostase secondaire. Et enfin, on a des fibrinolytiques qui vont liser le thrombus et permettre de le détruire une fois qu'il sera déjà formé. On va revoir tout ça en détail. Donc, comment ça fonctionne l'hémostase? D'abord, il y a la formation du clou plaquettaire. Alors ici, on se situe à l'intérieur de l'endothélium, dans le vaisseau. Ça, ce sont des cellules endothéliales. Et ici, les petits traits ondulés, c'est du collagène qui provient de l'extérieur du vaisseau. De manière physiologique, les plaquettes, elles sont circulantes dans le sang. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à la paroi. Elles vont avec les hématies et tout ça, elles bougent partout. Dès qu'il y a une lésion, il va y avoir des éléments étrangers au vaisseau qui vont rentrer. Là, c'est le collagène. Parce que dans le collagène, il y a des facteurs spécifiques qui vont activer les glycoprotéines 1A ici. Le nom n'est pas à retenir. Ce qui va permettre aux plaquettes d'adhérer à la paroi de l'endothélium. Évidemment, au milieu du vaisseau, il y en a toujours qui bougent des plaquettes. Pour l'instant, il n'y a que celles du côté qui sont en contact du collagène qui vont adhérer ici. Ça va être la formation du clou plaquettaire. Une fois qu'elles ont adhéré à l'endothélium, elles vont s'activer. Quand les plaquettes s'activent, il y a deux choses qui se passent. Il va y avoir l'excrétion de granules et l'extériorisation, je suis pas sûr que ça se dit, mais bref, de glycoprotéines 2B3A. Ce nom est à retenir parce que c'est assez important. Et voilà. Les granules, elles servent à activer les autres plaquettes qui sont encore circulantes dans le sang, qui elles ne sont pas au contact du collagène et donc ne sont pas encore activées. Comment ça marche? Il y a des facteurs qui sont contenus dans ces granules. On va voir les deux principaux qui sont l'ADP et le thromboxane A2. Ensuite, les glycoprotéines. Donc les glycoprotéines elles servent à l'hémostase secondaire, c'est-à-dire à la formation du thrombus, de l'agrégation plaquettaire. Comment ça marche? Ce sont des glycoprotéines qui vont se lier aux fibrinogènes et du coup permettent de faire une sorte de chaîne. Vous voyez, il y a une plaquette qui se lie à un côté du fibrinogène, l'autre à l'autre côté, et après tout ça, ça devient solide, ça devient lié entre eux. Voilà. Donc ici, oh on voit pas le titre. Ah si, pardon, il n'y a pas de titre.
c'est une diapositive sur la formation du thromboxane A2. Le thromboxane, il se forme à partir des phospholipides membranaires de la plaquette. Donc la plaquette, c'est comme toute cellule, sa membrane elle est composée de phospholipides. Il va y avoir une action d'une phospholipase A2 sur des phospholipides membranaires, ce qui va former de l'acide arachidonique. Suite à l'action d'une cyclooxygénase 1, ça va former du thromboxane A2. Ça, c'est important à retenir. Et le thromboxane A2, je répète, ça va activer les autres plaquettes qui sont encore circulantes dans le sang. Tac. Pour l'ADP, qui est le deuxième facteur principal contenu dans les granules. Lui, il se lie au récepteur P2Y12 des plaquettes circulantes dans le sang. Le récepteur est à apprendre. Il va provoquer l'augmentation de la sécrétion des granules et l'augmentation de l'expression des glycoprotéines de B3A. Ça, on a déjà vu. La fibrine, ensuite. La fibrine, c'est ce qui va servir pour l'hémostase secondaire à lier les plaquettes entre elles. Elle est présente de manière soluble dans le sang sous forme d'un précurseur qu'on appelle le fibrinogène. Et pour que ce précurseur devienne la fibrine, il faut qu'il soit lysé, donc il faut qu'il y ait l'action d'une protéase. Et cette protéase qui lyse le facteur, le fibrinogène, ça s'appelle la thrombine. Elle a un autre nom, c'est le facteur 2A. A, ça vient de activer, parce que le facteur 2, il existe aussi en non activé, qu'on appelle la prothrombine. Et comment on fait pour activer la prothrombine? Eh ben, on coupe un bout aussi, avec une autre protéase, qui est le facteur 10A. Parce que 10A, parce que activé, et pourquoi? Parce qu'il y a aussi du facteur 10 non activé. Et comment on fait pour activer le facteur 10? Eh ben, on coupe un bout. Oui, c'est toujours la même chose. Et comment on fait pour couper un bout? Eh ben là, c'est d'autres facteurs qui proviennent de différentes voies qu'on va revoir tout de suite. Donc je répète, il y a des facteurs qui arrivent, activent le facteur 10. Le facteur 10 activé active le facteur 2, qui devient de la thrombine, qui va couper un bout du fibrinogène pour le transformer en fibrine, et ce qui va activer l'hémostase secondaire. Alors la voie extrinsèque, elle est, donc vous voyez ici quand il y a des traumatismes, les traumatismes vont libérer des facteurs tissulaires qui vont activer le facteur 7. Donc le facteur 7 il est là, il y a des facteurs tissulaires qui l'activent en facteur 7A, facteur 7A qui active le facteur 10, qui active le facteur 2, qui active la fibrine. Il y a une voie intrinsèque qui, elle, provient du 9, du facteur 9, qui active le facteur 10, qui active le facteur 2, qui active la fibrine. Ça c'est bien à savoir, donc les facteurs 2, 10, 9, 7 sont bien à connaître. Ensuite, il y a un rétrocontrôle négatif endogène qui est physiologique. Sinon, on aurait toujours des thrombus, ça se boucherait partout dans nos vaisseaux, et qui empêche, qui a une activité antithrombotique. Et cette activité antithrombotique, elle est notamment anti-2A et anti-10A. Bien à retenir aussi que c'est anti-2A, anti-10A. Voilà, c'est une sorte de protéine qui va se lier au facteur 2A et au facteur 10A et qui va les empêcher d'aller activer la fibrine et la thrombine respectivement. Tac. Le système fibrinolytique, donc là c'est pour la fibrinolyse, c'est quand il y a déjà le thrombus qui est formé, comment on va faire pour le détruire. C'est notamment la plasmine qui a ce rôle, qui provient d'un précurseur, le plasminogène, qui est activé par la TPA, activateur tissulaire de plasminogène. Voilà, et qui va, une fois activé, hop, détruire le thrombus. C'est assez bien fait dans le corps humain parce que l'activité, en fait, la plasmine, elle va se lier de manière physiologique à la fibrine. Et la TPA va activer, alors pardon, j'ai fait un lapsus, le plasminogène va se lier de manière physiologique à la fibrine. Et la TPA ne peut activer le plasminogène que lorsqu'il est lié à la fibrine. Du coup, il y aura une activité fibrinolytique uniquement à l'endroit où il y a des thrombus. Tac. Les anticoagulants, donc il y en a de différentes sortes, on va les revoir tout de suite parce que j'ai pas trop le temps là. Donc les inhibiteurs indirects de l'activité des facteurs de coagulation, on a de l'héparine non fractionnée, héparine de bas poids moléculaire. Donc eux c'est une activité indirecte. Voilà, ici c'est une représentation de l'antithrombine dont on parlait tout à l'heure, qui a une activité anti-2A et anti-10A et qui est présente de manière physiologique dans le sang.
les héparines non fractionnées et de bas poids moléculaire, elles vont se lier à cette antithrombine et elles vont potentialiser, c'est-à-dire elles vont rendre son effet encore plus important pour pouvoir augmenter son activité antithrombotique. On va voir ça. Donc l'héparine non fractionnée, elle a une origine naturelle, c'est un sucre. L'alternance des glucosamines d'acide hyaluronique, faut pas savoir ça. Faut juste se rappeler que c'est un sucre, donc elle n'est pas administrable par voie orale. Il faut absolument l'injecter. Un tiers des molécules interagissent avec l'antithrombine. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une interaction avec l'antithrombine, faut que cette héparine elle soit composée de 5 oses ou plus. Une fois qu'elle est composée de 5 oses, elle a une activité avec l'antithrombine et donc avec une activité anti-10A. Mais pour qu'elle ait une activité anti-2A, il faut qu'elle soit composée de plus de 18 oses. Ça, c'est à savoir. Et donc, un tiers, il n'y a que un tiers de ces héparines qui sont composées de plus de 5 oses. Hop, ici, c'est un petit schéma pour bien comprendre. Là, vous voyez, composé de plus de 5 oses, c'est le petit cube ici, activité antithrombine anti-10A. S'il y a la queue de plus de 18 oses, ça va avoir une activité anti-2A. Mais si elle n'est pas présente, ça aura une activité que anti-10A. L'héparine de bas poids moléculaire, c'est la même chose que l'héparine fractionnée, mais elle va être coupée en fait. Et du coup, vu qu'elle est coupée, il y a beaucoup moins d'activité anti-2A, puisqu'il y en a beaucoup moins qui présentent plus de 18 oses. Hop, ici, c'est juste pour dire que le sulfate de protamine, c'est une substance qui permet de inhiber l'action des héparines si jamais on en a trop dosé. Ça se lie à l'héparine et ça l'empêche d'avoir une action avec l'antithrombine. Les facteurs de coagulation directs, eux, on les prend par voie orale et ils vont se lier directement à la thrombine et l'empêcher d'aller activer le fibrinogène. L'antivitamine K, elle va avoir une action lente, elle se prend aussi par voie orale. Action lente, pourquoi? Parce qu'elle empêche la synthèse des facteurs et du coup, les facteurs qui sont déjà formés, déjà synthétisés, ils continuent d'avoir une activité. Ça va être juste au bout d'un certain temps, quand ils auront été épuisés, que ça va avoir son activité. Et c'est là que c'est important de bien connaître les différents facteurs. Donc c'est le 2, 9, 7, 10, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure et qui avaient avec les voies endogènes et intrinsèques et extrinsèques. Tac, ici juste pour savoir, je vais passer parce que j'ai pas trop le temps. Hop. Activité tissulaire du plasminogène recombinant. Là, c'est juste pour l'action fibrinolytique, donc c'est la même chose que tout à l'heure, un plasminogène qui est activé en plasmine et qui va avoir une activité fibrinolytique. Donc ça, c'est pour détruire le thrombus qui est déjà formé. Les différents anti-agrégants plaquettaires, il y en a pour anti-2B3A qui est peu utilisé, qui s'injecte en intraveineuse. Il y en a d'autres per os, ça veut dire par voie orale, qui sont plus utilisés. Il y a des inhibiteurs de l'ADP qu'on va voir, qu'on va pas voir, qui bloquent les interactions entre l'ADP et le P2Y12. Et il y a des inhibiteurs de l'aspirine qu'on va voir tout de suite. Donc là, c'est pour ça que c'est important de savoir ce schéma, c'est que l'aspirine à faible dose, j'ai dit des inhibiteurs de l'aspirine, je voulais dire des inhibiteurs de la thromboxane A2. Quand on prend de l'aspirine à faible dose, ça va inhiber la cyclooxygénase, en fait en se liant avec la cyclooxygénase de manière irréversible, et donc empêcher l'acide arachidonique de se transformer en thromboxane A2. Et c'est lié de manière irréversible, donc comme les plaquettes elles ont une durée de vie moyenne de 8 jours à peu près, il faut attendre au minimum 5 jours après la dernière prise d'aspirine pour retrouver une activité thrombotique normale. 5 jours pour qu'il y en ait quand même qui soient revenus. Voilà. Et en conclusion, il y a différents types d'anticoagulants, notamment des inhibiteurs de la thrombine qui sont directs et indirects, des antivitamines K qui inhibent la synthèse des facteurs alors que les autres ils inhibent les facteurs. Il y a des fibrinolytiques lorsque le thrombus il est déjà formé, donc là ça va être plutôt dans infarctus, embolie pulmonaire, et des anti-agrégants plaquettaires qui vont un peu avoir le même rôle que ceux qui inhibent les facteurs. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite bon courage et bon courage quoi.